Bienvenue à Question d'Info. Les écologistes votent contre le traité européen validé par François Hollande, mais siègent au gouvernement. Le front de gauche reste à l'écart, mais pour mieux dénoncer les reniements de François Hollande. La droite fustige les incohérences du gouvernement. Alors, où se situe la meilleure opposition à François Hollande? Invité de Question d'Info, Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche. Et pour vous interroger, Monsieur Mélenchon, Françoise Fressoz du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info qui vous pose la première question. 3 millions de chômeurs en France aujourd'hui, Oui. 4 mois après l'élection de François Hollande. Qui porte la responsabilité de cette situation? Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Ni l'un ni l'autre. Le système qui produit ça et la politique d'austérité. Mais l'un et l'autre vont aggraver la situation. Nicolas Sarkozy a aggravé la situation et François Hollande se prépare à en faire autant et peut-être pire, puisque le plan d'austérité qu'il a prévu pour ce budget est égal au double des 2 plans d'austérité consécutifs de François Fillon. Donc ce dont nous parlons, ce ne sont pas des personnes, mais des politiques. Notre opposition n'est pas une opposition à une personne, c'est une opposition à une politique. Si c'est la même, on continue la même critique. C'est la même politique en pire, d'une certaine façon. Oui, j'ai dit en pire, puisqu'on passe de 17 milliards d'euros de prélèvements sur le budget de l'État à 30. Et comme tout le monde le sait, enfin pas tout le monde, puisque nos élites, elles, font semblant de ne pas le savoir, chaque fois qu'une politique d'austérité est mise en place, l'activité économique ralentit. Comme nous étions déjà à zéro, nous allons passer en récession. Quand nous passons en récession, les coûts sociaux augmentent parce qu'il y a l'indemnisation du chômage qui explose, les coûts sanitaires parce que les gens se rendent malades de ça, les taxes et les impôts rentrent moins, donc le déficit de l'État se creuse. Donc il faut plus de dettes, donc ça va plus mal et on passe au plan de rigueur suivant. Prenons un dossier concret. Donc pardon, mais j'aimerais que, est-ce que tout le monde a bien compris? Je vous annonce que nous sommes en train d'entrer dans un cercle vicieux dont la démonstration a été apportée dans toute l'Europe et que, nonobstant cette évidence, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault persiste et signe, alors même que non seulement des prix Nobel, non seulement des dirigeants, mais même des responsables socialistes disent que ce n'est pas tenable. J'ai entendu Claude Barthelone dire lui-même que 3%, ce n'est pas tenable. En effet, ce n'est pas tenable. Alors prenons un dossier concret. Sanofi qui annonce 900 suppressions de postes à l'horizon 2015. Vous auriez à traiter ce dossier, qu'est-ce que vous feriez? D'abord, je prendrais à témoin les Français. C'est un scandale. Sanofi est une entreprise extraordinairement profitable. C'est la 2e entreprise profitable du pays après Total. Par conséquent, c'est une entreprise qui n'a aucun problème de rentabilité, du capital placé. Au contraire, la demande des capitalistes de Sanofi semble être absolument inépuisable. Leur cupidité est sans limite. C'est-à-dire qu'ils ont des taux de rendement très élevés et ils veulent encore plus élevés. Est-ce que l'investissement, c'est la cupidité ou est-ce que c'est le fait qu'ils voient que peut-être qu'ils trouvent moins de molécules qu'avant et qu'à un moment ça va ralentir? Françoise Fressoz, je viens de vous répondre, c'est la cupidité. C'est la cupidité et rien d'autre. Car on s'aperçoit dans les comptes de l'entreprise que la part des investissements diminue. Si ce que vous venez de dire était vrai, ils augmenteraient les investissements pour stimuler la recherche, trouver d'autres molécules. Mais non, ils ne le font pas. Ils augmentent la part qui est donnée aux bénéfices et diminuent la part qui est donnée à l'investissement. Comme tous les capitalistes français le font. Donc on voit que leur moteur, c'est la cupidité et non pas l'innovation. Vous auriez interdit les licenciements? Je les aurais mis dans une situation telle que le goût de licencier leur serait passé. C'est-à-dire? Mais alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on dépose une loi, un projet de loi contre les licenciements boursiers. Donc, on aurait à préciser qu'est-ce qu'un licenciement boursier. Une entreprise, c'est très facile à faire. Une entreprise qui réalise des surprofits une année ne peut pas licencier l'année qui suit. Voilà. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre. De toute façon, le texte existe déjà. N'est-ce pas? Les socialistes nulle part dans le monde, ça existe nulle part dans le monde. Vous savez, Gérard Leclerc, je vais vous en dire une bien bonne. Figurez-vous que quand on a fait la République, ça se faisait nulle part dans le monde. C'est incroyable, on l'a pourtant fait. Et après, vous avez vu, ça a été la contagion. Eh bien, moi, je pense que si les Français prenaient des mesures, je dirais, qui sont simplement morales, qui est de dire, quand il y a beaucoup d'argent à un endroit, c'est pas permis de rendre les gens malheureux. Mais j'ai pas fini. Loi contre les licenciements boursiers. Deuxièmement, le droit d'expression des travailleurs dans les comités d'entreprise. Pour quelle raison seul un patron et sa petite poignée d'hommes et de femmes recrutés tous au même endroit, c'est-à-dire dans les grandes écoles et dans les corps uniquement voués à la finance et pas à la production? Faites le tour des états-majors des entreprises et demandez-vous combien il y a d'ingénieurs, combien il y a de chercheurs dans l'état-major. Il n'y en a pas.
vous avez tous des gens qui sortent des mêmes types d'écoles, c'est-à-dire comment faire du fric davantage, que ce soit pour fabriquer des castagnettes, pour des molécules pharmaceutiques ou des boulons pour les voitures. Donc il y a quelque chose de malsain dans le management des grandes entreprises. Et troisième élément, c'est rendre conditionnelles les aides de l'État, parce que ces gens-là, on les a arrosés, sauf erreur. Non, on les a beaucoup arrosés. On leur a donné... toutes les subventions déjà, on leur dirait, écoutez, vous n'avez pas tenu parole, vous rendez. Vous devez à l'État, à la République française, si mes comptes sont bons, 130 millions l'année dernière de crédit recherche, moins 130 millions, moins les autres aides, et vous verriez que ça les rendrait tout de suite beaucoup plus compliqués. Ça, c'est dans le cas où ils licencient. Je veux juste vous dire une chose. Moi, vraiment, c'est un cri d'alerte. Oui. Attention, avant, on délocalisait les usines, c'était déjà insupportable. Maintenant, on délocalise aussi la matière grise. C'est PSA qui a commencé les premiers. Maintenant, vous avez Sanofi, vous apprenez, qui délocalise la matière grise, c'est-à-dire que les laboratoires de recherche, les commandements sur les orientations à prendre pour les développements sont faits aussi à l'étranger. C'est-à-dire que progressivement, ces gens-là sont en train de préparer une tiers-mondisation absurde de la France. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ils produisaient à pas cher ailleurs pour vendre en France. Mais à partir du moment où en France, il y a de moins en moins de consommateurs, parce qu'il y a de plus en plus de chômeurs et que les salaires sont de plus en plus bas, la marchandise ne se vendra pas ici comme elle se vendra ailleurs. Or, le grand marché aujourd'hui, c'est l'Inde et c'est la Chine qui, eux, peuvent avoir une récession de leur commerce international si le moteur de leur consommation intérieure prend le relais, ce qu'ils sont, eux, en train d'organiser. Puisque vous avez vu, la Chine a commencé à avoir une activité en baisse, donc ils injectent à fond du crédit et ils vont relever le niveau de consommation de la population chinoise. À François Hollande de ne pas être assez volontariste sur le front du chômage. Si c'était que ça, on pourrait s'accorder un petit cachet pour redémarrer, et ça irait. Non, je pense que d'une manière générale, il a une vision très comptable et fataliste de l'action économique. Pourtant, François Hollande a dit qu'il voulait inverser la courbe du chômage d'ici un an, donc il est assez volontariste. Qui ont un rapport très lointain avec la réalité. Mais c'est volontariste. Non, c'est pas volontariste. Ça ne séduit que vous. Il n'y a que vous pour y croire. Non, mais vous n'y croyez pas à ce genre d'affirmation. Pardon, je retourne la question, mais personne n'y croit. Comment vous pouvez retourner la courbe du chômage en contractant l'activité? Mais comment vous faites? S'il y a une solution, c'est comme quand il dit « j'ai fait bouger les lignes du traité ». Très bien, lesquelles? Vous pouvez me dire, regardez, il a fait bouger les lignes du traité. Oui, laquelle? Quel mot? Quelle virgule? Pas le traité, mais il y a quand même un engagement de faire un peu plus de croissance en Europe, à côté du traité. Mais alors, vous allez me dire où il est. Parce qu'il n'y a que vous qui dites ça. Les commentateurs français qui baient d'admiration devant le monarque républicain. Le paquet croissance, hein, alors, le paquet croissance, c'est un tout petit paquet, si vous voulez bien le regarder. 120 milliards. 120 milliards. C'est un petit paquet pour vous. C'est pas mal. Milliards, non, quand même. Qui d'autre veut en rajouter? Non, c'est le tiers du budget de la France, quoi, 120 milliards. Oui, mais c'est même pas 1% de la production intérieure brute de l'Europe. 14 000 milliards. Et nous sommes combien, s'il vous plaît? Plus de 460 millions d'habitants. Et le Brésil, combien ils sont? 120 millions. Et combien ils mettent dans leur plan de relance? 160 milliards. Et nous, sur les 120 milliards, qu'est-ce qu'il y a dedans? 80 milliards qui étaient déjà dans les comptes de l'Europe. 30 milliards qui sont de l'emprunt que va faire la Banque centrale, la Banque européenne d'investissement. Qui garantit cet emprunt? La France. Donc, qui va avoir? La France et les autres pays. Donc, ça vient à la charge de la dette de notre pays. Par conséquent, tout ça, c'est du pipeau. Ça ne vaut rien, et vous n'êtes pas capable de me dire combien 120 milliards va produire de progrès, de croissance en Europe. Par contre, ce que moi je peux vous dire, c'est que chaque fois que l'euro continue à progresser d'un point, ou de 2 points, ou de 10 points, comme c'est le cas, en étant coté 120, 130 par rapport à $1, nous perdons de la compétitivité, quels que soient les efforts que fassent les travailleurs. Si bien qu'on arrive à cette idiotie, qu'on a créé l'euro pour protéger notre industrie, et qu'on s'en va construire Airbus aux États-Unis d'Amérique. Vous raisonnez comme s'il n'y avait pas de déficit, et en fait, parce qu'il y a quand même un énorme paquet de déficit à réduire en Europe. Oui, donc comment on fait? C'est des histoires tout ça. C'est-à-dire en France, la dette et le déficit, c'est des histoires. Je vois à votre surprise à quel point vous êtes infesté de mentalité dominante. Mais bien sûr que ce sont des histoires. C'est rien du tout. La dette de la France, c'est quoi par rapport à la charge de la dette? 90% du produit intérieur brut, c'est énorme. Vous avez des dettes, vous, monsieur? Oui, comme tout le monde. Vous avez acheté votre voiture à crédit. Est-ce que l'un d'entre vous rapporte sa dette totale à ses revenus d'une année? Mais jamais de la vie, d'ailleurs, le banquier ne fait pas ça. Il vous demande combien vous gagnez par mois et par an pour vous consentir un crédit. Mais les États, c'est pas pareil.
Combien nous payons par an? La banque ne vous laisse pas continuer à emprunter si vous êtes toujours dans le rouge, non? La banque, elle fera bien ce qu'on lui dira. Mais je viens sur le fond. J'en parlerai à mon banquier, alors il va oui, faire ce que je veux. Il vous reste à avoir un peu de culture économique. Jusqu'à 1973, la Banque centrale française prenait ses ordres auprès du gouvernement et les emprunts de l'État, c'était 0%. Donc j'y reviens. 2012, attendez, vous rapportez, la France paye. Combien paye la France d'intérêts sur sa dette? 50 milliards par an. D'accord? Bon. Ce qui est à peu près le budget de l'éducation nationale. Voilà, donc il faut augmenter les revenus de l'État. Mais je vais laisser ça de côté pour l'instant, je vais vous donner des proportions. 50 milliards. Quelle est la production de la patrie? 2000 milliards. D'accord? Donc c'est 2,5. Rien du tout. Vous m'avez compris? Rien du tout. Deuxième élément, ça devient quelque chose si vous empruntez à 5, à 6. Pour l'instant, c'est des taux d'intérêt négatifs en France. Négatifs. Donc nous n'avons même pas ce problème comme prétexte. On ne l'a pas encore, justement parce que des mesures ont été annoncées pour réduire les déficits et donc à terme la dette. Mais non, c'est tout le problème, c'est qu'on vous dit. On n'est pas à partir où l'État est obligé de se tourner vers les marchés pour justement boucler son budget. Il est quelque part prisonnier des marchés. Écoutez, j'ai pas le temps de faire une réponse assez longue, mais je prends juste votre phrase. Puisque l'État est obligé de faire appel au marché. Donc, blablabla. Eh bien, très bien. Donc, il ne s'adresse plus au marché. C'est-à-dire, si, comme je le dis depuis le début, non mais vous allez m'écouter, parce que de temps à autre, c'est moi qui ai raison, et c'est mes contradicteurs qui ont tort, ce qui se garde bien de dire. Mais si la Banque Centrale Européenne prêtait directement aux États à 1%, je ne parle pas de la France, là, je parle de notre environnement européen. Parce que vous êtes tous européistes, sauf quand il s'agit de regarder les réalités. Les réalités, c'est que l'économie de l'Europe est en train de s'asphyxier, parce que des pays sont en train de plonger dans la récession, dont le nôtre. Si la Banque Centrale Européenne prêtait directement aux États, au lieu de prêter aux banques qui prêtent aux États, la crise s'arrêterait instantanément. D'ailleurs, il a suffi que M. Mario Draghi dise qu'il allait prêter de l'argent sur le second marché, personne n'a fait attention à ce détail, c'est le second marché, et sous condition, c'est-à-dire ceux qui acceptent des super politiques d'austérité, autrement dit ce qu'il a fait ou rien, c'est à peu près pareil, il a suffi qu'il ait dit simplement ça pour que les taux se détendent sur la dette espagnole et italienne. Donc ça prouve bien que c'est moi qui ai raison, et pas que moi, il y a maintenant 3 prix Nobel, et il y a tous les dirigeants syndicalistes européens qui jusque-là approuvaient les pactes budgétaires et les désapprouvent dorénavant, qui eux ne sont pas des mélanchonistes ou des fronts de gauchistes jusqu'à présent, non? Très bien. Donc nous sommes bien au clair. Et surtout, ce que je dis depuis 2 ans, au nom du Front de gauche, c'est vérifié. Et c'est le contraire qui ne s'est pas vérifié. La cure d'austérité a tué la Grèce, 20% de moins de PIB, elle est en train de tuer l'Espagne et peut-être de la faire éclater, et ainsi de suite. À quel moment va-t-on arrêter cette bêtise? On continue les déficits, la dette, et tout ira pour le mieux. Vous m'aurez mal compris. Mais comment agir sur la BCE? Mais c'est très important de voir qu'un intellectuel comme vous enferme toute la situation dans les normes suivantes. Ou bien on paye et on meurt asphyxié, ou bien on continue à faire de la dette. Mais non, monsieur Leclerc, il y a une autre hypothèse, c'est remplir les caisses de l'État. Mais justement, comment est-ce que vous remplissez les dettes? Et comment vous faites pour agir sur la BCE, pour justement qu'elle intervienne d'une autre façon? Déjà, comment vous faites? Alors, on commence par quoi? La BCE? La BCE. Bon, alors, il y a 2 attitudes possibles. Celle du petit garçon, ou de la petite fille avec son petit béret, et qui a honte et qui n'ose pas demander ce qu'il a demandé. Et puis, il y a une autre attitude, c'est que nous sommes la France, la 2e économie du continent, et si nous crevons, tout le monde meurt avec nous. Voilà. Ce qui est plus grave que l'Espagne. Parce que le jour où l'Espagne ne voudra plus payer, il y en a pour 790 milliards d'euros. Le jour où nous ne voudrons plus payer, c'est 1850 milliards. Donc il faut arrêter de nous faire peur. C'est nous qui faisons peur aux autres. Donc nous pouvons dire, la Banque Centrale Européenne peut changer de statut. Quelle audace! Il n'a même pas osé le dire, le président Hollande. Tandis que Mme Merkel, elle, qui ne demande rien à personne, a déjà fait 2 propositions de réforme. Non seulement des statuts, l'Union bancaire européenne. Ce n'est pas une idée française, c'est une idée du gouvernement conservateur allemand. Et elle propose de refaire un traité constitutionnel. Elle n'a pas peur. Pourquoi les nôtres ont peur de dire cette histoire-là n'est faite que pour favoriser la politique économique du gouvernement allemand? Voilà, point barre, pour maintenir le système des retraites par répartition. François Hollande de ne pas oser mettre son poids dans la balance. Mais c'est pas nouveau, je le reprochais déjà à son prédécesseur, mais son prédécesseur, il avait une excuse, c'est que c'était un libéral, donc il croyait au libéralisme et aux recettes du libéralisme. Bon, donc maintenant... En fait, celle qui pourrait faire bouger les choses, c'est Mme Merkel, si on vous entend bien. C'est nous les Français. Nous, on est capables, on fait en compte. Les Allemands ne sont pas nos ennemis, on peut leur parler. Il ne faut pas avoir peur de Mme Merkel. Il faut lui dire les choses, dire écoutez, madame, c'est pas possible. Nous sommes votre premier client. Nous sommes votre premier client. Si vous nous asphyxiez,
eh ben, vous aurez des affaires en moins. Donc nous sommes partis liés. C'est ça, revenir aux fondamentaux européens. C'est comprendre que 80% de nos échanges extérieurs se font entre nous. Donc nous avons intérêt à la même politique. Pour l'instant, ils viennent d'essayer la politique d'austérité, tous. Ça conduit à un désastre. Peut-être qu'on pourrait essayer la politique de la relance avant qu'on soit tous morts. Vous avez noté tout à l'heure ce qu'avait dit Claude Barthelone, où il dit les 3%, ça va être très difficile. Elisabeth Guigou dit aussi qu'on verra vraiment plus tard si on peut y parvenir. Et tous disent c'est au niveau européen qu'il peut se passer quelque chose et qu'on revoit cette norme des 3%. Est-ce que ça va dans le bon sens et comment convaincre l'Allemagne? Ils sont progressivement, enfin ces gens sont des gens intelligents, cultivés, beaucoup d'entre eux voyagent un peu, ce qui n'est pas le cas de tous, et donc ils arrivent à se rendre compte que nous marchons au désastre. Franchement, ce n'est pas l'opinion de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche. N'importe quel observateur dans le monde voit bien que l'Europe va dans le mur. L'Europe, c'est 25% du PIB mondial. Le jour où nous allons aller dans le mur, tout le monde va aller dans le mur avec nous. Donc tout le monde a peur, dans le monde entier. Moi, quand j'ai mes camarades d'Amérique du Sud, tous ils me disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne va pas continuer, recommencer. » Oui. Vous êtes député européen, est-ce que vous pouvez faire une proposition? Est-ce que vous pouvez bouger vos camarades du Parlement? Non, les députés européens n'ont aucun pouvoir sur l'organisation du marché intérieur. C'est interdit, ça ne fait pas partie des compétences du gouvernement, du Parlement européen. Les députés européens n'ont aucune initiative budgétaire. Les députés européens n'ont pas d'initiative législative. Ils ne peuvent pas lancer un cri d'alarme ou quelque chose comme ça? Nous en lançons continuellement. Non, mais... Continuellement. C'est d'ailleurs l'occupation principale du Parlement européen. Ils poussent des cris d'alarme. Non, mais c'est très intéressant. Ils poussent des cris d'alarme, mais très sélectifs. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux horreurs qui sont commises en Syrie, à juste titre, mais ferment les yeux sur les coups d'État au Honduras, au Paraguay. Voilà. Le Parlement européen est une assemblée élue, par conséquent, il faut y être. Il faut y porter un point de vue. Nous sommes un petit groupe, la GUE, nous sommes 32, au milieu de 700. Donc nos temps de parole sont réduits, nos capacités d'initiative sont réduites, mais je les utilise. Par exemple, j'ai déposé une motion pour proposer un référendum en Europe sur le nouveau traité budgétaire. Et nous avons des signatures d'un peu tout le monde. On revient à Paris, on revient à la politique en France. Avant de venir au traité, un mot sur le budget qui sera présenté vendredi. Vous dites qu'il faut mettre de l'argent dans les caisses. On va avoir quand même pas mal d'impôts nouveaux, notamment la taxation à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, la tranche à 45%, un nouveau barème de l'impôt sur la fortune. Est-ce que sur ce plan-là, vous êtes satisfait de la politique fiscale du gouvernement? Vous me posez la question dans des termes tels que si je veux résumer ma réponse, c'est forcément non. Mais je peux expliquer pourquoi. La taxation à 75% a été inventée en cours de campagne pour me damer le pion. Parce qu'il y avait une très grande... Oui, ça a marché. Mais le résultat est... c'est du bricolage assez spécial, quoi. Parce que, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas encore rendu compte, parce que vous n'êtes pas 1 million de revenus, mais tout ça est absurde. Vous avez une progression à 45, puis après de 45 à 75, vous avez une marche qui est comme ça. Ça existe dans aucun système fiscal du monde. Moi, je proposais 14 tranches pour lycée. Deuxièmement, je propose, il faut arrêter de faire des machicoulis médiévaux, on dirait la fiscalité d'ancien régime, là. Alors, il y a un machin, un truc, un bidule, puis au bout du bidule, il y a un autre bidule qui pend, et c'est un machicoulis, ça est absurde. Il faut des règles simples d'imposition, c'est-à-dire que chaque tranche on doit avoir une proportionnalité, l'impôt doit progresser suivant votre richesse, puis deuxièmement, tous les revenus doivent être taxés de la même manière. Prenons un exemple. Si tous les revenus du capital étaient taxés comme ceux du travail, la fourchette basse... C'est ce qui est annoncé. C'est prévu, mais nous allons le voir, mais apparemment, ce n'est pas encore dans la loi. Parce que sinon, on ne peut pas non plus superposer les formes d'imposition. Moi, ce que je propose, c'est d'une simplicité très élémentaire. Savez-vous combien ça rapporte? Au minimum, les évaluations les plus basses, 50 milliards. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que ça nous coûtait 50 milliards la dette, autant que le budget de l'éducation? Regardez, je vous ai déjà réglé un problème. Bon. Donc, nous avons besoin en France d'une fiscalité juste, universelle et pas découpée en petits morceaux où vous avez ce résultat que nous avons tous sous les yeux aujourd'hui. Les grandes entreprises cotisent 2 à 3 fois moins que les petites entreprises. Les gens d'en bas sont asphyxiés par les impôts indirects. Parce que j'entends à nouveau des rumeurs là, sur la TVA. Mais c'est bien pour l'instant, pas faire des procès d'intention, parce que le gouvernement a annulé l'augmentation de TVA prévue par Nicolas Sarkozy, qui était une horreur, puisque ceux qui ont des petits revenus payent plus d'impôts indirects que ceux qui ont des grands revenus proportionnellement à leurs moyens. Voilà. Donc il faut une politique fiscale qui unifie et rende lisible pour tout le monde ce qui se passe, et la mise à contribution des efforts. Là, les 75%, j'ai entendu dire que ce serait sur les revenus. On va mettre des guillemets, parce qu'on nous a à peine appelé un salaire, 1 million par an. Mais enfin, il y en a qui l'ont, y compris dans les médias. Bon,
Donc on prend on prend 75% au-dessus d'1 million. Bien, ce sont les revenus dits d'activité. On n'ose même plus dire du travail. Prenons l'exemple de M. Arnaud. Revenu d'activité, parce que c'est un homme qui est produit tous les jours une quantité de travail qui mérite ça, 100 millions. Oui, les gens ne réalisent même pas ce que c'est que de gagner 100 millions par an revenu. Mais à côté de ça, il y a les revenus de son capital. Là, c'est 200 millions. Et ces revenus-là, ils passent à travers les gouttes. Pourquoi ? Et j'ai envie de vous dire une chose assez simple. Là, oui, c'est idéologique, j'en conviens. Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent ? Pourquoi il a tout cet argent ? Pourquoi faire ? C'est son souci, mais en tout cas, il menace. On parle qu'il s'exile en Belgique, comme d'autres. D'ailleurs, est-ce que là, justement, c'est pas l'une des réponses à toutes vos propositions ? C'est bien beau d'augmenter sans arrêt les impôts sur les plus riches, mais s'ils partent à l'étranger, ça ne résout pas le problème. Donc déjà, nous constatons qu'ils n'ont pas de patrie. Ils n'ont comme patrie que leurs intérêts. Nous, on s'en ira pas. Ni vous, ni moi, aucun d'entre nous autour de cette table. Bon. Donc, leur patrie, c'est leurs intérêts. Par conséquent, on ne peut plus discuter avec eux d'affection. Ça ne sert à rien de dire le patriotisme et tout ça. Ils appartiennent à une catégorie sociale apatride, par définition, puisque leur argent n'a ni couleur ni... C'est la réalité, vous faites quoi ? Mais d'abord, on commence par fustiger, monsieur Leclerc, parce que sinon, c'est trop facile. Ce sont des comportements immoraux. Et ces gens sont exempts de la responsabilité morale de leur turpitude. Vous allez pourchasser un voleur de mobilette, vous allez faire des émissions entières sur la violence au bas des cages d'escalier pour des trafics de shit, et quand ces gens-là menacent un pays tout entier, parce que d'où il sort, monsieur Arnaud ? Qui lui a donné tout cet argent ? L'État n'y est pour rien ? Vous voulez qu'on refasse l'histoire de la manière dont ils sont passés derrière Boussac et le reste ? On ne pourrait pas reparler de tout ça avec ces gens-là ? On ne pourrait pas faire une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles se sont faits certains... Non, je ne demande rien du tout. Le moment viendra. Lorsque nous aurons, nous, à prendre les responsabilités de l'État, ces choses-là seront mises, je leur annonce, bien clairement sur la table. Mais je termine. Que fait-on ? Vous êtes incroyable. Je l'ai proposé pendant la campagne. On a commencé par me rironner. Peut-être que vous vous rappelez de l'illustrissime M. Copé, qui disait « Ah, voilà, Mélenchon s'inspire du système fiscal américain ». J'ai dit « Où que vous alliez dans le monde, si vous avez une carte d'identité française, vous payez ». Là où vous êtes, c'est normal, vos impôts. Et vous payez la différence de ce que vous devriez si vous étiez resté dans votre pays. Les Américains font ça, les Nord-Américains, qui, comme vous le savez, c'est un régime communiste aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, je propose d'étendre ça aux Français. Et nous, les Français, qui est français, participent à la vie de la collectivité. Quant à ceux qui décident de renier leur nationalité française, aucun d'entre eux encore n'a eu cette insolence. Mais nous saurions aussi les retrouver. Moi, je veux juste faire remarquer ça. Ces gens se comportent d'une manière immorale et font des leçons de morale à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas normal quand on a déjà 200 millions de revenus sur ces revenus du capital, plus 100 millions de revenus d'activité, c'est-à-dire qu'on gagne 300 millions d'euros par an, de venir pleurer que les impôts sont trop chers en France, qui est votre patrie, qui a élevé vos gosses, qui vous soigne quand vous êtes malade, et qui est votre patrie. Voilà. Est-ce qu'ils ont une patrie, ces gens ? Est-ce qu'ils aiment quelqu'un à part leur fric et leur famille ? Voilà, c'est ça la question qu'on leur pose. On va parler du traité européen. On voit les Verts qui sont contre le traité et qui restent au gouvernement. Comment vous qualifiez leur attitude ? Vous comprenez ou pas ? Ça, c'est votre boulot à vous. Vous êtes commentateur. Moi, je suis acteur, je me frotte les mains, je suis content. Pourquoi ? Parce que ce que j'avais annoncé se dessine. Alors, je commence par vous dire qu'on m'a déjà dit, tu vois, t'as été trop pur. Parce que si tu avais fait comme eux, c'est-à-dire faire semblant de rien, entrer dans le gouvernement, avoir un groupe parlementaire, et puis à la première difficulté, dire je vous préviens, nous, on n'a jamais été d'accord avec ça. Vous regrettez ? Pas du tout. Je préfère que le pays tout entier voit que le Front de gauche a une attitude claire, honnête. Elle est cohérente, l'attitude des Verts. Est-ce qu'on peut à la fois refuser de voter le traité et de rester au gouvernement ? Mais ça, c'est leur problème, ne me posez pas de questions là-dessus. Une opinion, quand même. Oui, mais je vais vous dire quelle est mon opinion, mais on voit des choses incroyables dans ce pays maintenant. Un grand journal de notre pays qui réclame la démission de 2 ministres, c'est sans précédent depuis 40 ans. Qu'est-ce qui se passe là ? Tout le monde est devenu fou ici ou quoi ? C'est pas une armée, on n'a pas voté un chèque en blanc à un monarque pour 5 ans. La démocratie, c'est un débat qui est permanent, continu. Ça se traduit par des manifestations comme celle que nous on va faire le 30 septembre contre l'austérité, ça se traduit par des motions à l'intérieur du Parlement. Pose la question, qu'on s'interroge, qu'on se dise, c'est pas... Non, mais ne me demandez pas à moi de faire votre boulot. Vous faites pas le mien, je fais pas le vôtre. Bon, je suis surpris qu'un grand journal qui observe demande la démission de ministre et qu'à moi, homme politique, on demande un commentaire. Bon, c'est le monde à l'envers. Est-ce qu'il vaut mieux être au cœur du gouvernement et quitte à pouvoir dire non, comme c'est le cas, ou être
en dehors du gouvernement, comme vous l'êtes. Madame vous avez déjà eu notre réponse. Elle nous a coûté assez cher. Les socialistes nous ont pourchassés partout pour essayer de nous faire perdre partout nos sièges de députés. Ils ont été contre tous nos leaders. Roland Museau y a laissé son siège. Hein. Ils ont failli faire perdre Madame Buffet. Ils sont venus, moi, me pourchasser jusqu'à Hénin-Beaumont alors que j'affrontais Madame Le Pen. Donc ces gens ont été d'une brutalité terrible et nous avons résisté. Nous avons formé un groupe. Nous n'avons pas voté la confiance. Nous nous sommes abstenus à cause du traité. Et maintenant, nous ne voterons peut-être pas, je ne sais pas, ça c'est le groupe parlementaire qui va le décider, mais vous verrez que nous serons cohérents au moment où arrivera le budget. Mais comprenez-moi, le débat n'est pas... Il faut sortir des trucs politiciens et de la politicaille. C'est pas j'aime pas François Hollande ou j'aime pas Jean-Marc Ayrault, les deux me sont indifférents. Ce qui compte, c'est le fil politique qu'ils suivent. Premier craquement, voilà, nous sortons de la campagne présidentielle. Le Front de gauche est en pleine cohérence. Il n'est pas entré au gouvernement, il a risqué sa peau. Nous avons un groupe, malgré tout, à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas voté la confiance. Nous sommes en ordre de bataille. Nous expliquons aux Français, le traité est mauvais pour vous. Nous vous appelons à vous impliquer. Venez manifester le 30, c'est vos affaires. Bref, nous sommes cohérents. Et nous voyons qu'en face de nous, du fait même de notre cohérence, permettez-moi de vous le dire, c'est parce que nous sommes cohérents, parce que nous mettons des milliers de gens en mouvement, que vous avez des élus verts qui connaissent ce terrain, parce qu'ils y sont encore, eux, sur le terrain. Et ils disent, mais c'est pas possible, c'est pas tenable. Comment on peut faire une politique écologique, c'est-à-dire de renouvellement aussi massif de l'appareil productif et public, avec des budgets d'austérité? Ce n'est pas possible, l'austérité est anti-écologique. Vous dites que le Front de gauche pourrait ne pas voter le budget de... J'ai pas dit ça parce que j'outrepasserai mes droits et mes responsabilités. Comme vous le savez, comme l'a rappelé Jean-Marc Ayrault, je ne suis même pas député. Hein. Je ne suis que... j'ai été candidat et j'ai eu 4 millions de voix, lui 28 000, ça a créé le rapport de force entre lui et moi. Je le dis parce que j'ai très mal pris cette forme de mépris de sa part. Bon, donc, c'est pas à moi de le dire, c'est le groupe parlementaire. Mais ce que je vous annonce, c'est que le Front de gauche met en œuvre sa ligne politique stratégique et que nous, on s'en fiche. Mais vous devriez vous rendre compte qu'on est en train de faire notre programme. Cette ligne passe toujours par une alliance avec les Verts ? Mais cette ligne, elle a pour objectif de rassembler à gauche. Vous ne l'avez jamais cru. Vous n'avez vu que la partie, en quelque sorte, le Front de gauche clive. Mais je vous fais remarquer que pour l'instant, c'est nous qui rassemblons et c'est François Hollande qui divise. Jean-Luc Mélenchon, on vous pose une question politique sur les Verts. Vous voulez vous allier à eux. Eux, ils sont au gouvernement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils sont cohérents d'être au gouvernement et de dire leurs mots au sein du gouvernement? Madame, écoutez, je vous réponds, je ne suis pas vert, moi c'est à eux qu'il faut poser la question. Ça ne vous gêne pas de parler beaucoup du PS, donc vous pouvez parler des Verts sans l'être. Comme chef du gouvernement, j'accepterai que des partis qui constituent ce gouvernement n'aient pas le même avis que moi. Bon, c'est pas la pratique de Jean-Marc Ayrault, moi je suis un homme... Il a accepté visiblement là pour les Verts. Bah oui, mais il faut voir de quels commentaires tout ça est assorti et de quelles menaces, qui d'ailleurs ne mènent nulle part, car pour finir, il s'avalera ça comme le reste. Et il sera bien obligé d'accepter que des gens disent le contraire de ce qu'il dit, et il fera comme les autres, c'est-à-dire qu'il baissera les yeux, il attendra que ça se passe jusqu'à l'épisode suivant. Je reviens au Vert. Le Front de gauche est en train de rassembler. Là, il participe à l'appel d'un comité très large, et nous allons être dans la rue le 30 septembre par dizaines de milliers, n'est-ce pas? Donc, nous avons entièrement constitué notre force politique. En face, François Hollande et Jean-Marc Ayrault divisent la gauche. C'est eux qui sont en train de s'éparpiller, c'est nous qui sommes en train de rassembler. Et vous avez les contours d'une future majorité à gauche. Voilà pourquoi je ne veux pas vous laisser jamais dire que nous sommes dans l'opposition et que j'ai dit que nous étions des ayants droit. Eh bien, vous voyez, vous avez des socialistes qui vont voter non, vous avez des écologistes qui vont voter non et le Front de gauche. Vous avez là le noyau d'une majorité de gauche alternative. Ça, vous l'avez sous les yeux, vous ne pouvez pas dire que je l'invente. Les écologistes ont dit qu'ils n'iraient pas dans la rue le 30 septembre. Ben, ils ont tort parce qu'on est toujours mieux avec les siens, parce que c'est leur place d'être dans la rue. J'entends des choses, mais que voulez-vous? C'est difficile pour eux. Cette situation, ils doivent trancher. Un jour ou l'autre, ils devront trancher. Mais moi, je ne leur fais aucun procès, je ne leur demande rien. S'ils viennent dans la rue, tant mieux. À un moment donné, Eva Joly a dit « je ne veux pas manifester derrière Jean-Luc Mélenchon ». Pas de problème, j'irai en queue de cortège. Et elle a qu'à marcher devant, ça ne me dérange pas. Nous ne mettons pas, nous n'avons pas d'intérêt différents, distincts de ceux de l'ensemble du pays et de la masse des salariés. Voilà, on a les mêmes intérêts, donc nous ne passons pas devant. Nous sommes des éclaireurs, nous n'encombrons pas le chemin. Je voulais vous poser une question sur le gouvernement. Vous avez toujours la formule qui fait mouche. Des fois, vous avez dit que c'était une bande de manchots. Vous pensiez à qui? Non, mais alors là, c'est peut-être pas ce que j'ai dit de plus inspiré, parce que d'abord, ça peut contrarier les gens qui, en effet, pour leur malheur, n'ont qu'un bras. Et moi, je pensais aux pingouins manchots.
parce que ça m'amuse, c'est une image, vous voyez, le pingouin manchot, il fait rien, après si, il faut bien qu'il mange, mais le reste du temps, il est là sur son œuf, c'est ça qu'on voit dans les documentaires, il se dandine et il applaudit en cadence. Donc le pingouin manchot se réjouit, applaudit et se dandine. Les socialistes, ça qu'ils font, ils se réjouissent, ils se félicitent. C'est pas un peu facile quand on n'est pas au gouvernement de commenter comme ça, est-ce que c'est pas un peu facile? Vous me posez des questions, je vous réponds. Si vous trouvez que c'est trop facile de vous répondre, venez à ma place un instant, François Fresso, vous verrez que c'est pas le cas. Il faut mettre de l'humour en politique. Pardon ? Qu'est-ce qui se dandine le plus? C'est à qui vous pensez le plus? Tous ceux qui se réjouissent, se félicitent, se congratulent à longueur d'année, ne tiennent aucun compte des autres, parce que, dites donc, Madame Fresso, vous dites que c'est un peu facile de commenter, mais est-ce que vous ne trouvez pas plus facile pour quelqu'un qui a gagné une élection avec 4 millions de voix qui lui ont été généreusement apportées sans condition, parce que nous voulions battre Nicolas Sarkozy, 5 minutes après le résultat du premier tour? Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un comportement inadmissible de nous mépriser, de jamais nous parler? Il fait une conférence environnementale. Tout le monde est invité à la conférence environnementale, mais il n'y a pas un seul député du Front de gauche, un seul sénateur ou sénatrice du Front de gauche qui est invité. Qu'est-ce que c'est que ce mépris, cette arrogance? Et vous voudriez que moi, je sois gentil garçon, que je dise merci, et que je dise, je vous en prie, essuyez-vous les pieds sur moi. Non, il n'en est pas question. Alors, on change de sujet, parce qu'il y en a beaucoup. On va parler laïcité avec Marie-Ève Malouine. Un débat qui revient avec Marine Le Pen qui prône l'interdiction des kippas et des ça, voiles dans la rue. Ça, c'est pas la laïcité, ça, c'est les folies de Madame Le Pen. C'est au nom de la laïcité qu'elle le dit. Mais Madame Le Pen n'est pas laïque. Madame Le Pen est hostile aux musulmans et aux juifs. Bon, elle dit des bêtises les unes derrière les autres, et il n'y a que la presse qui accepte de la dédiaboliser, qui enregistre tout ça, et même un grand journal, mais entre guillemets laïque. Hein. Donc ce n'est pas des propositions laïques. La laïcité, en France, c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est rien d'autre. Bon, le problème de la burqa ne peut pas être mis sur le même plan que la kippa, on comprend ça. La burqa, nous ne l'avons pas condamnée pour des raisons religieuses, nous l'avons condamnée pour des raisons de mauvais traitement aux femmes, c'est pas pareil. Quant à porter la kippa, qui ça dérange ? Et que quelqu'un ait un voile sur la tête dans la rue, mais qui ça dérange? Il y a des gens qui ont des cheveux peints en vert. La seule chose qui soit interdite en France, c'est d'être tout nu dans la rue ou sous un grillage. Voilà, ce sont les deux interdictions. Ça me paraît raisonnable. Mais vous avez vu la gravité exceptionnelle de ce qu'elle a dit et que personne ne relève. On est passé de la viande à la viande cachère. Tout le monde a fait semblant de ne pas avoir vu. Là, elle revient sur le voile dans la rue. Mais ma grand-mère portait un voile. Ma mère portait un voile. Un foulard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais au passage, on en est à nouveau maintenant à discuter de la kippa et des juifs. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est exceptionnellement grave. Elle dit, la République a le droit de poser des conditions à ceux qu'elle a accueillis. Mais Madame Le Pen, la République n'a pas accueilli les juifs. Les juifs de France sont en France depuis l'an 1000. Les persécutions ont commencé en l'an 1000. D'accord? Les juifs de France sont devenus des citoyens français de plein droit grâce à Maximilien Robespierre qui en a proposé la loi pendant la Grande Révolution. Donc ce ne sont pas des gens qu'on a accueillis. Quant aux enfants de l'immigration musulmans de confession, première ou deuxième ou troisième génération, on va leur casser les pieds combien de temps? Ils sont français comme les autres. Ils n'ont aucune preuve à apporter de leur appartenance à la patrie des Français, parce que précisément, la France n'est pas une république ethnique ni religieuse. Donc, Madame Le Pen, ça suffit, arrêtez d'appeler ça de la laïcité. Cette femme, elle revient aux fondamentaux de l'extrême droite, c'est-à-dire la détestation pour des raisons physiques, de la viande que mangent les autres, et des chapeaux qu'ils se mettent sur la tête. Moi, je pense qu'on a le droit de porter la kippa en France, on a le droit d'être circoncis, on a le droit de pratiquer sa religion, et que les gens qui pratiquent leur religion ne demandent qu'une chose, qu'on leur foute la paix. Et les autres aussi, figurez-vous qu'on en par-dessus la tête d'être obsédés de ces histoires religieuses. C'est la question du communautarisme. Comment vous réagissez à ce que dit Jean-François Copé dans son livre, quand il dit il y a un racisme anti-blanc dans certains quartiers difficiles de banlieue? Qu'est-ce qu'il y connaît? Rien du tout. Racisme. Il est maire de Vaud. Oui. Député maire de Vaud. D'accord, mais il n'habite pas dans les quartiers où ça pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme anti-blanc? Qui est blanc dans ce pays? Qui est moins blanc? Enfin, où on va, là? Il explique les gens qui sont traités de Gaulois. Ah ben oui. Moi, quand j'ai été rapatrié, je me suis fait traiter de bougnoul. Et alors? Je veux dire, des bêtes, il y en a, des imbéciles, il y en a toujours eu dans la vie. Hein. On ne va pas en faire un problème politique. Hein. Bon, des imbéciles, il y en a toujours eu, des racistes, il y en a toujours eu. Apparemment, ça ne les atteint que quand le racisme concerne des expressions stupides et ridicules à propos des Blancs. Ça les dérange beaucoup moins quand c'est les autres. Ça les laisse froids. Bon, je pense, moi, qu'il faut avoir... d'abord ça, c'est de la reprise pure et simple de l'argumentaire de l'extrême droite. Monsieur Copé est familier de ça. Monsieur Copé représente l'aile dure et ultra-réactionnaire de l'UMP. C'est un homme qui s'en prend à la Grande Révolution française, il s'en est pris à la nuit du 4 août, il accuse la Grande Révolution d'avoir dégoûté les Français du travail, enfin c'est-à-dire n'importe quoi.
il ressort des argumentaires qui sont ceux des royalistes du XVIIIe siècle. Ça commence à faire beaucoup, parce que même les royalistes d'aujourd'hui ne parlent pas comme ça. Donc cet homme étant réactionnaire, ce dont il est significatif, c'est d'une évolution des mentalités à droite, où on ne répugne plus à reprendre des arguments stupides et éculés de l'extrême droite. Bon. Je ne sais pas, en tout cas, celui-là, il est drôlement dangereux, hein, M. Copé, parce qu'avec un gars pareil à la tête de la droite, c'est l'incendie garanti. Mais comment il faut lui répondre? Oui. Ben, comme je suis en train de le faire, il faut mélanger l'humour, la dureté, il faut rappeler, il faut donner à voir le contenu réel de ce que raconte cet homme, hein, parce que c'est très grave. Depuis ses déclarations sur la Révolution, nous savons qu'il s'agit de quelqu'un dangereux. Ensuite, sa manière d'accuser les gens d'une manière inouïe. Bon, par exemple, à un moment donné, comme il ne sait pas très bien, il dit ses papiers, il m'a accusé d'être l'ami de Mikis Theodorakis, que je ne connais pas, alors que c'est Mikis Theodorakis qui a écrit l'hymne du Parti Socialiste. Il m'a traité sur je ne sais combien d'antennes d'antisémite. Il a fallu que ce soit un journaliste qui lui dit, écoutez, vous allez trop loin, c'est pas vrai. Bon, il s'est retrouvé comme un idiot, il ne sait même pas pourquoi il disait ça. Monsieur Copé est dangereux parce qu'il manifeste cette espèce de désinvolture agressive qui n'est pas à la hauteur des circonstances dans lesquelles nous vivons. Aujourd'hui, il faut parler et agir avec sens. On peut être dur, on peut être ironique, on peut être sarcastique, on peut des fois même mordre le trait, ça m'arrive, mais il faut rester dans un droit fil de ce qui rassemble l'unité de la patrie républicaine, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au communautarisme, au chicaya à propos des tenues vestimentaires, tout ce qui renvoie à cette distinction entre Français est mauvais. Toujours sur ce thème, Marie-Ève Maloney. Dans les banlieues, justement, le Qatar a décidé d'investir. Et certains, Marine Le Pen dit c'est le cheval de Troie de l'islamisme. De l'autre côté, Jean-Christophe Lagarde, qui est centriste, dit arrêtons de nous faire peur. Ils ont bien le droit d'investir. Au contraire, ça peut aider. Eh bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites partie des gens qui ont peur Ce sont deux stupidités. Le Qatar, c'est pas mon régime favori, vous le savez bien. Le Qatar a une activité qui apparemment ne pose pas problème dans les médias, puisqu'on parle beaucoup du Venezuela et de ses élections, mais on ne parle jamais du Qatar et de ses élections, c'est normal, il n'y en a pas. Il y a des journalistes qui reçoivent des prix de la liberté du Qatar, c'est le cas de M. Jean Plantu qui a reçu un prix, donc apparemment le Qatar est fréquentable pour la bonne société française. Donc le sujet... Vous pensez qu'ils sont fréquentables et qu'ils peuvent investir? J'en profite pour les aligner, parce que... Non mais la question est claire, est-ce que ça vous choque que le Qatar vienne investir pour des PME dans les quartiers? Ben, bien sûr, mais qui ça choque pas? Mais enfin, c'est incroyable, on n'est pas capable, nous Français, de faire face à nos obligations. Alors maintenant, on est là, on tend la sébile, on fait le tour du monde. Qui c'est qui veut donner 3 francs 6 sous pour nos quartiers? Donc il faudrait leur refuser, leur interdire. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Si le Qatar veut investir dans des sociétés par action en France, ça se passe à la bourse. Non, là c'est justement dans des PME dans les quartiers. Oui, alors mais attendez, qu'ils investissent dans les PME, on parle donc du fonds... Sous contrôle, je crois, de la Caisse des dépôts, etc. Ben voyons, c'est-à-dire que... Non mais tout ça, c'est... Vous voyez, on commence par un bout, alors maintenant c'est moi qui proposerai d'interdire. Non, c'est le capitalisme, non, en ce moment. C'est quand même vous qui parlez de ça sans arrêt, les marchés ouverts, vous êtes servis. Le Qatar, la présence du Qatar dans les banlieues est l'enfant de la politique pourrie de contraction des dépenses de l'État, de refus de services publics et d'ouverture des marchés financiers. Donc ne parlez pas du Qatar, parlez du fond, c'est-à-dire comment une absurdité pareille est possible. Le Qatar, comme les autres pays, n'a pas de patrie, il n'a que des privilèges. Il vient mettre de l'argent pour faire de l'argent. Vous avez entendu celui qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps, il a dit c'est juste du business. Bon, précisément, toute cette situation est le résultat d'un mode d'organisation de la société. Moi, je suis contre. Vous allez pas je n'interdis pas au Qatar de venir. Je dis, je ne comprends même pas ce qu'ils viennent faire là. Je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire là. Mais je dis vous pour dire en général, la bonne société s'indigne, et puis après, elle s'habitue. Alors on les a déjà vus offrir des salaires mirobolants aux sportifs, mais comme vous en fichiez des salaires mirobolants des sportifs, que ce soit l'un ou l'autre qui paye, c'est pas un problème. Et puis Qatar a commencé à s'installer ici, là-bas, et ainsi de suite. Ben ça s'appelle une espèce de colonisation. Par qui sommes-nous colonisés? Nous sommes colonisés par l'argent. L'argent n'a pas de patrie, l'argent n'a pas de peuple, l'argent n'a pas d'autre intérêt que lui-même. Voilà. Voilà dans quel monde nous vivons. Le Qatar est une espèce d'avatar d'un système monstrueux. Brièvement, puisqu'on évoquait Marine Le Pen tout à l'heure, si l'élection à Hénin-Beaumont est annulée, donc elle sera candidate, est-ce que vous aussi, vous serez de nouveau candidat face à elle? Eh bien, nous verrons si le recours a abouti, parce que je trouve que vous enjambez
avec une désinvolture absolument inouïe, le fait que l'élection pourrait être annulée, ce dont nous ne sommes pas sûrs, mais je vous signale que le motif de recours de Madame Le Pen, c'est que certains auraient triché à l'élection. Permettez-moi de vous dire que le problème numéro 1 que nous aurons, si le recours aboutit, c'est qui a triché et pourquoi. Et qui a triché? Eh ben, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui ai déposé le recours, c'est elle. Donc allez lui demander à elle. Mais qu'est-ce que vous avez avec Madame Le Pen? Et Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là, et Qatar Le Pen, la laïcité Le Pen, mais vous mangez de ça à tous les plats, à tous les repas. Elle interpelle le pays, on l'intervient beaucoup, voilà. J'espère que vous allez poser autant de questions aux autres sur ce que je raconte moi, qui est quand même plus intéressant et plus ouvert. Alors, qu'est-ce que vous allez raconter pendant les élections municipales? Est-ce que vous serez une locomotive, comme vous l'avez été pour le Front de gauche, pour ces élections, comme vous l'avez fait pour la présidentielle? Moi, je vais évidemment essayer de me rendre utile dans chaque élection. Bon, il n'y a pas que les élections, il y a aussi ce qu'il y a... Parce que là, on raisonne comme si la vie allait continuer à la papa tranquillement. Mais comme vous voyez le point, on nous l'a rendu en Espagne et en Italie, mes amis, il est possible que ça secoue avant. Donc, on peut avoir des situations politiques tout à fait inouïes. Je redis encore une fois, le Front de gauche est disponible pour faire face à ces situations avec une politique évidemment pas celle de l'austérité. Vous n'avez pas le sentiment que les communistes, en fait, ils préféraient pour les municipales de s'arranger tout seuls et qu'en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de vous? Non, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Nous faisons équipe, le Front de gauche est notre perspective commune. C'est pas facile parce que le Front de gauche a vocation à être autonome, mais en même temps, nous prenons en charge l'intérêt général de la gauche. On ne va pas non plus fixer une politique qui aboutirait à ce résultat. Qu'on éradiquerait la gauche de dizaines et de centaines de communes. Donc il faut qu'on tienne compte de tout ça. Est-ce que vous espérez plus de conseillers municipaux partis de gauche? Est-ce que vous allez participer à des listes communes avec un peu plus... Vous négociez ça, une forte représentation des partis de gauche? On a d'abord les deux partis, le Parti communiste, le Parti de gauche, mais je crois aussi d'autres formations. Nous avons des congrès qui vont avoir lieu début 2013. Donc je pense que c'est là qu'on va définir. Si vous voulez, c'est une élection extrêmement importante pour nous. Parce qu'elle conditionne notre enracinement local. Bon, et puis c'est toujours important, le suffrage universel. Mais je voudrais surtout vous signaler qu'en 2014... Parce qu'il reste plus que 2 minutes, et Sylvie Malicorne voudrait vous poser une question. En 2014, à part les municipales, il y a une autre élection qui est très importante. Il y a les européennes. Et c'est le président de la République qui a dit qu'il donnait rendez-vous dans 2 ans sur son bilan. Oui, mais comme tout à l'heure, vous avez dit que la situation était tellement compliquée que tout pouvait arriver. Est-ce que vous misez sur un échec de François Hollande? Ils vont mieux pas. D'ailleurs pour les européennes que pour les municipales. C'est votre intérêt quelque part. Sur les européennes, oui. J'espère bien qu'on arrive à tenir nos objectifs, qui est de les battre, c'est-à-dire de passer devant. La question c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de miser sur un échec de François Hollande? Mais c'est 2 choses différentes. On parle des élections, maintenant on parle... Non, je vais vous dire pourquoi. Nous, c'est pas notre intérêt de miser. Pourquoi? Parce que la politique du pire nous dessert. C'est-à-dire que quand le gouvernement, les socialistes, parce que le reste, c'est une anecdote, ce sont les socialistes qui décident, quand le Parti socialiste baisse dans l'opinion, ça ne veut pas dire que mécaniquement le Front de gauche monte. Donc nous sommes conscients du fait qu'il y a un gap. Donc pour nous, la manière de combler l'écart, c'est de créer des dynamiques qui créent de la conscience, qui amènent les gens vers nous. Mais je suis obligé de reconnaître que quand les socialistes vont mal, tout le monde va mal. Parce que le pays est désespéré, parce qu'il flotte, etc. Mais ma stratégie est simple. Ce qui est compliqué, c'est la situation. Ma stratégie est très simple. C'est de créer une dynamique politico-sociale qui donne une majorité au Front de gauche. Vous connaissez une autre attitude possible en démocratie? Non, il n'y en a pas. Vous me parlez d'élections, parce que moi j'attends les élections pour que le peuple se prononce. Je dis qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là, mais c'est aux élections, ça se tranchera. La situation est compliquée, notre stratégie est simple et nos réponses sont concrètes. C'est-à-dire, je ne suis pas moi dans l'incantation. Je ne suis pas François Hollande qui dit je vais faire reculer le chômage sans indiquer comment il compte s'y prendre. Quand moi j'indique que nous ferons reculer le chômage, j'explique comment. J'ai parlé de planification écologique et j'ai parlé de redistribution et de partage. Juste une question à l'acteur politique acquéri que vous êtes. Est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy va revenir? En une phrase, malheureusement, parce que c'est la fin. Je ne sais pas, je pense que des fois la mélancolie peut l'emporter sur toute autre considération. Bon, il a le virus, Nicolas Sarkozy, mais je ne sais pas. Je ne connais pas la psychologie d'un homme de droite. Bon, c'est un homme comme un autre, mais nous, à gauche, c'est une espèce quasi de religion, la République. Est-ce que c'est pareil pour Nicolas Sarkozy? J'en sais rien. S'il a la religion de la République, il se réintéresse aux affaires de sa patrie. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous pour votre fidélité.